Bonsoir Maître Francis Villemain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Mehdi Nemmouche qui a été transféré aujourd'hui à Paris. Je rappelle pour nos téléspectateurs, Mehdi Nemmouche, auteur présumé de la tuerie au musée juif de Bruxelles en Belgique il y a 3 ans. Il a aussi été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Un autre dossier terroriste donc dans lequel il est ici suspecté d'être l'un des geôliers des 4 journalistes français retenus en otage en Syrie entre juin 2013 et avril 2014. C'est a priori la voix de Mehdi Nemmouche qui a permis cette identification. Rachid nous le disait dans son journal. Pour l'instant, il a décidé de garder le silence. Il a refusé de répondre aux questions. C'est la stratégie que vous, son avocat, lui avez conseillée ? Oui et non. Oui, c'est moi qui lui ai conseillé de garder le silence. C'était mon devoir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, parce que ce n'est pas une stratégie. C'est une attitude tout à fait classique dans un dossier pénal où une personne est mise en examen. L'interrogatoire de comparution, en réalité, est quelque chose de très formel, où on demande à la personne si elle veut garder le silence, faire une déclaration ou répondre à des questions. Et très traditionnellement, et tous les pénalistes vous le diront, dans 99% des dossiers, les personnes refusent de répondre aux questions, ce qui fut le cas de Mehdi Nemmouche aujourd'hui comme dans n'importe quel autre dossier, sur mes conseils. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, nous ne connaissons pas, à ce stade de l'instruction initiale, après sa mise en examen, nous ne connaissons pas le dossier. Donc il est impossible de répondre à des questions sans avoir accès à un dossier. L'accès au dossier, nous l'avons à partir d'aujourd'hui, dans les semaines qui viennent. Il fera donc l'objet d'une nouvelle convocation pour répondre à des questions, toute une série de questions sur le fond, lorsque nous connaîtrons le dossier. D'ailleurs, aujourd'hui, le juge d'instruction n'avait prévu de poser aucune question. N'avait prévu de poser aucune question. Je vous ai posé la question. Voilà, je vous ai posé la question de la stratégie parce que je vais rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs. On se souvient évidemment de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015. Il est resté muet lors d'une nouvelle audition très récente devant le juge antiterroriste. C'est Salah Abdeslam qui a exhorté votre client à se taire depuis mai 2016 dans l'affaire du musée juif de Bruxelles. Attention, on distingue bien les deux affaires. Il l'avait même interpellé depuis sa cellule. Ils étaient voisins dans la même aile. C'est pour ça que je vous posais la question dans cette prison de Bruges à l'époque. C'est pour ça que je vous posais la question de la stratégie. Et oui, j'ai lu ça dans la presse, y compris le silence réitéré, si je puis dire, de Salah Abdeslam, qui se tait tout au long de son instruction. Là, on ne peut pas dire ça de Mehdi Nemmouche, puisque ça commence, que son silence initial est logique et normal. Sans stratégie, mais je pense que par la suite, je ne serais pas étonné qu'il parle, qu'il ait envie de s'exprimer, peut-être pas pour dire ce que les gens ou la justice a envie d'entendre qu'il dise, mais en tout cas pour s'exprimer sur le contenu de son dossier. Je dis ça pourquoi ? Parce que le profil de Salah Abdeslam ou d'autres djihadistes est tout à fait différent, à mon avis, de celui de Mehdi Nemmouche. Alors vous nous dites d'abord dans un premier temps que vous êtes quasiment assuré qu'il parlera. Je ne peux pas en être assuré. Vous n'êtes pas assuré, mais il ne m'a rien confié. Mais je pressens que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à son dossier et qui aura, je pense, et je peux me tromper, il me démentira, avoir envie de parler. Pourquoi ? Parce que visiblement, et tout de suite je m'en suis aperçu, c'est quelqu'un dont on s'aperçoit très vite qu'il est doté d'une certaine intelligence, d'une culture étonnante, et qu'il est structuré intellectuellement. Alors justement, maître... Donc rester silencieux va être difficile pour lui. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que d'aucuns disent que vous, ancien défenseur de Maurice Papon, du terroriste Carlos, par exemple, le profil Mehdi Nemmouche vous a plu. C'est pour ces qualités, pour ces qualificatifs-là ? Non. Pourquoi ce type de profil ou ce type d'affaires me plaît ? Parce que je suis pénaliste. Et étant pénaliste, je préfère flirter avec le sommet du code pénal, que ce soit le crime contre l'humanité, le terrorisme ou, pourquoi pas, le meurtre en série, qu'avec les voleurs de poules ou les voleurs de voitures ou les cambrioleurs. Ça me semble naturel. Est-ce qu'un médecin, un chirurgien se complaît à soigner des toux ou des rhumes ? Non. Il opère à cœur ouvert, des maladies graves. Pour le pénaliste, c'est pareil. On agit et on aime intervenir, en tout cas moi, même si c'est sous le feu d'une opprobre de l'opinion, j'aime agir au sommet du code pénal face aux accusations les plus graves. En vous façonnant une conviction, maître, dans un cas comme Mehdi Nemmouche, même si vous êtes sur un aspect de ce qu'on lui reproche, le dossier de ses otages en Syrie et non pas sur la tuerie du musée juif de Bruxelles, néanmoins vous connaissez son histoire, vous connaissez... Évidemment. L'affaire de la tuerie du musée juif de Bruxelles
ce sont des avocats belges qui en ont la charge. Je ne connais pas le dossier. Je rappelle que bien que régulièrement il soit présenté comme systématiquement l'auteur, je l'ai entendu tout à l'heure dans la bouche de Rachid Mbarki, comme étant l'auteur. Présumé, hein, il n'a pas dit présumé, il a dit l'auteur. Je le répète, l'auteur présumé. Oui, alors, pardon, ce sont des poncifs d'avocats qui paraissent très théoriques, mais on est toujours obligé de rappeler l'éternel principe de la présomption d'innocence. Il n'est pas condamné, je ne connais pas le dossier belge, peu importe. En tout cas, dans le dossier français, par rapport à dans le dossier français, c'est la même chose. Présumé innocent, on me dit qu'on a reconnu sa voix, qu'on l'a reconnu sur photo, que ces 4 journalistes, en tout cas certains, l'ont reconnu sur photo. Moi, au moment où je vous parle, je ne connais pas le dossier. Je vais le connaître dans les mois qui viennent. Je vais découvrir si oui ou non des éléments à charge existent, des éléments à décharge. Est-ce qu'il y a des témoignages contradictoires? Voilà. Maître, c'est mon travail. Vous avez commencé donc à vous entretenir avec lui pour la première fois au téléphone vendredi dernier, je crois, et puis ce matin, donc les 30 minutes, évidemment, avant cette mise en examen rapide. Vous avez pu faire plus ample connaissance. Vous nous parlez de son profil. Est-ce qu'il fait référence aujourd'hui à ce qui se joue en France? La commémoration, évidemment, des attentats des terrasses du Bataclan, le procès d'Abdelkader Merah, il y a moins de 10 jours de cela, le frère de Mohamed Merah, à venir le procès de Salah Abdeslam, seul donc en vie dans ces attentats. Est-ce qu'il y fait référence? Est-ce que dans nos conversations téléphoniques pendant près d'une heure et demie vendredi, où on a appris quand même à se connaître, j'allais voir si oui ou non j'acceptais cette défense, et j'ai accepté, ainsi que lors de notre entretien ce matin, peu avant l'entretien avec le juge, on s'est vu une demi-heure. Je le répète, ce sont des entretiens confidentiels, mais sans violer la confidentialité, je peux vous dire qu'il n'a pas été question d'aucune façon de tous les sujets que vous venez d'évoquer. D'aucune façon. D'aucune façon. Ni même du fond du dossier qui nous intéressait aujourd'hui. Alors, 2 questions. On a parlé de choses plus générales qui avaient à voir, encore une fois, comme je le voyais pour la première fois physiquement aujourd'hui. Je ne l'avais eu au téléphone qu'une heure 30 vendredi, mais au téléphone seulement. Voir les gens en face de soi, c'est bien. Surtout quand le personnage, comme lui ou comme d'autres clients que j'ai pu avoir précédemment, sont universellement présentés comme des monstres presque inhumains. Et puis vous arrivez devant quelqu'un et la personne, c'est un homme. Un homme avec un raisonnement, vous nous avez dit, construit et cultivé. Construit, avec une certaine courtoisie, un certain tact. Je sais que c'est horrible ce que je suis en train de dire. Et que ça peut choquer. C'est ça, vous imaginez bien la résonance mais je le sais, mais j'ai vécu ça à l'occasion de nombreuses de mes affaires, comme beaucoup de pénalistes qui entendent à chaque fois la même rengaine, quel que soit le crime ou l'horreur du crime supposé avoir été commis par la personne. À chaque fois, c'est la même rengaine. Nous, on rencontre quelqu'un au fond d'une prison, seul, aux côtés duquel l'avocat se trouve, seul, face au système répressif, aux médias, à l'opprobre de l'opinion. Donc on rencontre rarement des monstres en réalité. Maître, deux questions rapides. On parle de cette affaire donc aujourd'hui de ces otages retenus en Syrie. Vous nous dites qu'il parlera probablement. Vous pensez qu'il parlera sur l'attentat du musée juif de Bruxelles de la même manière? Il parle de cette affaire ou pas, de celle-là? On ne parle pas des autres djihadistes. Est-ce qu'il parle de cette affaire? Cette affaire qui vous préoccupe aujourd'hui presque plus que celle pour laquelle je suis là, c'est-à-dire l'avocat sur l'affaire de l'enlèvement. Non, c'est pour définir le profil véritablement des otages. Je ne la connais pas. D'accord. Et je ne sais pas ce qu'il dit à ses avocats. Je ne sais même pas ce qu'il dit dans la procédure belge. Donc, sur ce sujet. Vous n'êtes pas aujourd'hui en train de nous dire qu'il s'en remettrait qu'à la seule justice divine, comme certains djihadistes peuvent le faire, sans considérer la justice française ou belge? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Mais il est aussi possible qu'il ait une attitude différente dans l'affaire belge, avec ses avocats belges, ses conseils belges, qui ont d'autres personnalités, qui ont une autre méthode de travail, d'autres liens avec lui, qu'il ait une attitude différente dans l'affaire belge et dans l'affaire française. Voilà, c'est possible qu'il ait des attitudes diverses. Moi, j'ai l'impression, et peut-être que s'il m'entend ou s'il me lira, il se dira que je m'avance beaucoup en disant qu'il parlera ou qu'il s'exprimera. Mais je pressens que c'est quelqu'un, et c'est son intérêt, qui s'exprimera en tout cas dans le dossier français. Une toute dernière question, Maître Villemain, un petit peu décalée, mais votre confrère Éric Dupond-Moretti a défendu, on le sait, Abdelkader Merah. Il a révélé ses honoraires. Vous acceptez de dire combien vous êtes payé pour défendre Médine Mouche? Sûrement pas. Lui l'a dit. Ça, sûrement pas. Il fait ce qu'il veut, Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, c'est Dupond-Moretti. Francis Villemin, c'est Francis Villemin. C'est un autre style qui n'a rien à voir. Donc je ne m'exprime pas sur ces sujets. Ça pourrait heurter certains dans le public, mais aussi parmi mes clients, des traitements différenciés, mais aucun profil n'est identique et les profils différents se traitent différemment, y compris sur le plan des honoraires. Mais j'ajoute que c'est quand même tout à l'honneur
d'Éric Dupond-Moretti d'avoir accepté cette défense lorsqu'il dit que c'est le procès le plus difficile de sa carrière. Eh bien moi, je le félicite d'avoir accepté une défense comme ça, sous le feu de l'opinion. Ça lui change peut-être de la sympathie globale de l'opinion et médiatique habituelle. Merci maître d'être venu ce soir vous livrer sur le plateau de BFM TV.